Bonjour, chronique littérature aujourd'hui et science-fiction. Je continue de rapatrier mes critiques dans le numéro 92 de Bifrost. Et là, plus précisément, je passe au dossier consacré à Theodore Sturgeon, pour lequel j'ai critiqué deux ouvrages, deux relectures en fait. Là, je vais commencer ici avec Les Plus qu'Humains, More Than Human en VO, que j'ai lu plus précisément dans le gros omnibus Romans et Nouvelles, Cristal qui songe, Les Plus qu'Humains et autres œuvres, avec une préface de Jacques Gomard. Ça a été publié aux éditions de Noël et J'ai lu et Omnibus. Le roman original date de 1953, la traduction française de 1977, édition française que j'ai consultée de 2005. Et ça se trouve page 533 à 710 de ce gros omnibus. Les Plus qu'Humains est le plus célèbre roman de Theodore Sturgeon avec Cristal qui songe. Son titre, a fortiori en français, semble l'inscrire dans la vague des romans décrivant des personnages mutants constituant une nouvelle étape dans l'évolution de l'humanité, mais l'approche de l'auteur s'avère bien vite autrement subtile et complexe, bien éloignée des slams de Van Vogt par exemple. Il s'agit par ailleurs d'une science-fiction du présent et presque sans boulon. Comme souvent, le roman trouve son origine dans une nouvelle, assez longue, Bébé à 3 ans, laquelle avait suscité un certain écho. Il s'agit d'y adjoindre deux autres récits de longueur équivalente et qui l'entourent. Les Plus qu'Humains est donc une sorte de fix-up qui procède en 3 temps, chaque récit étant séparé des autres par plusieurs années et ayant ses caractéristiques propres, y compris stylistiques et narratives. Le premier récit introduit divers personnages, mais l'un d'entre eux attire plus particulièrement l'attention, l'idiot de la fable pour en reprendre le titre. Tout seul, un simple d'esprit qui s'avère peut-être pas si bête, et qui dispose en tout cas d'étonnantes facultés psychiques, télépathie et suggestion, dont il n'ose pas toujours faire usage. Sa vie est essentiellement solitaire, excepté ce bref moment durant lequel il trouve asile auprès des prods, de sympathiques fermiers en mal d'enfant. C'est que sa condition ne lui permet pas vraiment de s'intégrer dans la société normale. Et il va être amené à rencontrer d'autres de ses parias, des enfants dotés de facultés différentes des siennes, mais non moins étonnantes. Janie, la télékinésiste, les jumelles noires Bonnie et Binnie, qui maîtrisent la téléportation, enfin Bébé, nourrisson dit mongolien et condamné à ne jamais grandir, mais dont le cerveau possède en fait l'efficacité d'un ordinateur extrêmement puissant. Ensemble, dans la cabane construite par tout seul au milieu des bois, ces êtres, incapables de s'intégrer à un monde qui ne les comprend pas et qu'ils ne comprennent pas davantage, découvrent que leur association relève d'une forme de symbiose qui gomme leurs défauts individuels pour constituer un tout supérieur à la somme des parties. Ce n'est pas individuellement qu'ils sont plus qu'humains, ils seraient même plutôt moins qu'humains, mais seulement dans leur association. Ils sont alors l'homo-gestalt, unique pour l'heure et d'autant plus fragile, mais éventuellement appelés à succéder à l'homo sapiens. L'utopie de ce Walden mutant est cependant menacée. La mort de tout seul affecte littéralement l'homo-gestalt comme la perte d'un organe. Jerry, que tout seul avait emmené à la cabane, est désigné pour lui succéder, il dispose de facultés télépathiques proches des siennes, est un garçon assez rude, le résultat d'une enfance cauchemardesque dans des institutions qui lui ont fait subir 1000 maux sans jamais véritablement tenter de le socialiser. Un drame l'amène à consulter un psychiatre, et la séance, très dense, révélera au lecteur, sinon à Jerry, qu'il manque quelque chose à l'homo-gestalt. La troisième et dernière partie du roman montrera comment cette ultime dimension très différente, via un dernier personnage, fou, du nom de Ib Barrows, permettra enfin au groupe des parias de se sublimer, d'atteindre à une véritable plénitude, celle de l'individu en société. Les Plus qu'Humains s'inscrit tout naturellement dans la bibliographie de Sturgeon en développant des thèmes que l'on croise souvent dans d'autres récits, la solitude notamment, mais aussi en contrepoint la vie en société, la morale et les interdits, etc. Outre des personnages d'enfants très réussis dans les deux premières parties. Le roman a cependant en définitive du moins quelque chose de positif, d'enthousiasmant, qui ne coule peut-être pas autant de sources. À voir. Sturgeon sait émouvoir par ailleurs, la relation de tout seul avec les prods notamment produit de très belles pages très délicates. La vague dimension technologique du roman convainc sans doute bien moins comme un greffon un peu trop artificiel, mais l'ensemble demeure avant tout subtil et beau. Ou du moins est-ce le cas en version originale ? La traduction française de Michel Chrétien, sans cesse reprise depuis 1957, est hélas parfaitement affreuse. Semble-t-il lacunaire, en tout cas lourde et confuse, elle dessert considérablement le roman de Sturgeon, au point finalement d'en rendre la lecture un peu pénible, voire plus que ça. Bébé à 3 ans, avec sa structure alambiquée, contient en français des séquences à la limite de l'incompréhensible. Pire encore, le traducteur ne semble en fait pas comprendre ce qu'il traduit à plusieurs reprises, et Les Plus qu'Humains n'est pas avare de notions plus complexes qu'elles n'en ont l'air concernant la nature même de l'homo-gestalt,
ou dans la troisième et dernière partie, le discours sur la morale et l'éthique. La lourdeur de l'expression est patente et achève d'agacer le lecteur. On devine derrière les maladresses et le je m'en foutisme le génie de Sturgeon, mais on n'en souffre que davantage à la lecture de cette version française au rabais. Lire Les Plus qu'Humains s'impose, mais en anglais ou dans une vraie traduction française. C'est semble-t-il prévu, sous la houlette de Pierre-Paul Durastanti qui plus est, enfin.